Cette petite voix qui nous pousse à nous justifier, à en faire toujours plus, à douter de notre légitimité, alors même qu'on a déjà fait nos preuves. Et si ce n'était pas un manque de confiance en nous, mais un biais cognitif. Mon invité du jour a passé 23 ans dans de grandes entreprises françaises, a managé des équipes majoritairement masculines, avant de décider de mettre des mots sur ces mécanismes invisibles qui freinent tant de femmes et de managers. L'autocensure, le syndrome de l'imposteur, le mansplaining, tu nous expliqueras. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Morse du blog Les Biais dans le plat. Bonjour Sophie. Bonjour Florence, merci de m'avoir invitée. Merci à toi. Avant de commencer, si tu te demandes, comme beaucoup, à partir de la quarantaine, où en suis-je vraiment et qui je n'ai pas encore osé être, j'ai créé un questionnaire gratuit pour y répondre en accès immédiat sur florencealfano.com/route. Sophie, en quelques mots, qui es-tu? Écoute, Florence, je pense que je fais partie de ta cible, d'une certaine façon. Vers 45 ans, j'ai quitté la dernière grosse organisation dans laquelle j'étais en CDI, dans des conditions pas obligatoirement sympathiques. Et j'avais décidé de ne plus chercher de CDI. Et pour plein de raisons, je suis retournée bosser parce que je suis maman solo avec deux fils et qu'il faut qu'ils fassent leurs études supérieures. Donc je suis retournée bosser. Mais j'avais une petite voix qui me disait que je voulais trouver autre chose. Et j'ai créé Les Biais dans le plat en 2024, au printemps 2024, pour pouvoir travailler, réfléchir et écrire autour des biais cognitifs, pour comprendre pourquoi et comment ces biais cognitifs pouvaient avoir un impact sur ma vie et pourquoi pas sur la vie d'autres personnes, d'autres femmes qui pouvaient croiser mes articles, mon podcast. Donc voilà qui je suis aujourd'hui en tout cas. Super, merci. Et alors moi j'aime bien commencer par le tout début, connaître les origines de la personne. Quel type d'enfant étais-tu, si tu pouvais te décrire? Écoute, j'ai eu la chance de vivre une enfance heureuse dans la classe moyenne aisée, je veux dire. Et je pense que j'avais toute la gentille petite fille. Après, j'avais un caractère assez trempé, mais j'étais quand même très très soumise à mon contexte et très très dans la recherche de la bonne note, d'avoir classiquement des amis, des activités. Non, je pense, j'étais un peu tiraillée. Et c'est peut-être ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est sûrement ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Entre justement la gentille petite fille qui doit obéir et la fille qui ressent qu'elle a vraiment besoin de plus de liberté, mais qui sait pas comment y arriver. C'est ça, besoin de liberté, donc quand même. Et quels étaient un peu les modèles de femmes que tu avais autour de toi? Essentiellement des mères dédiées à leurs enfants. Alors fonction de mère. Exactement. Donc grand-mère, mère, tante d'ailleurs quand tu m'y fais penser. Non, j'étais essentiellement dans un milieu de femmes mères. Et qui était totalement dédié à ça. Et puis de l'autre côté, des hommes qui avaient des grosses carrières et des réussites évidentes. Mais quelque chose de très très rodé, où les femmes à la maison et les hommes au travail. Comment tu as évolué à l'adolescence? Quelles étaient tes perspectives, tes envies de te réaliser? J'ai suivi un peu la voie qui m'était tracée, c'est-à-dire que j'étais dans un milieu où il fallait faire des études. Et donc j'ai fait des études. J'ai fait des études en 2 temps, parce que je me suis trompée dans une première voie, mais ça m'a pris 4 ans de m'en sortir. Alors trompée pas complètement, parce que j'ai quand même grandi et mûri dans cette voie-là, mais clairement oui, j'étais dans un processus où il fallait faire des études, pour autant dans un milieu où on favorisait pas la carrière des femmes, à tel point que je me suis retrouvée dans une conversation de famille un week-end où je me suis vue expliquer que s'il y avait du chômage en France, c'est parce que les femmes travaillaient, pour te dire à quel point c'était oui. Voilà, on était dans quelque chose de très structuré. Donc, là où j'ai répondu à mon père, pourquoi je fais des études, en fait, il y avait quelque chose de très antagoniste là-dedans. Donc, à ce moment-là, j'étais pas dans un modèle de rébellion. J'étais un peu sur les rails qu'on m'avait fabriqué ou préfabriqué. Mais pour autant, avec toujours un esprit de me dire, qu'est-ce que je vais faire? Et mes premières expériences professionnelles de stage m'ont révélé que j'étais très bonne et très indépendante dans le travail.
et très efficace. Et ça m'a fait un bien fou, en fait, d'arriver à prendre conscience de ça. Ah oui, t'en as pris conscience assez tôt et assez vite, en fait. Ça, c'est plutôt positif. Dans mon premier stage, un premier stage qui s'est révélé alors une difficulté incroyable à trouver, mais en revanche, quand je suis allée au bout, mon chef était tellement content qu'il est allé voir les RH et que j'ai reçu un très gros chèque parce que j'avais fait un boulot professionnel. Ah, super. Donc en 6 semaines, j'ai vraiment pris un mois de salaire de l'époque, mais très. Ouais. J'ai été rémunérée à la valeur de mon travail. Ouais, d'accord. Et pas comme un Et pas comme un stage stagiaire. sous-rémunéré. Exactement. Donc, ça t'a engagé dans une carrière, en fait, dans le salariat, dans des grandes entreprises, c'est ça? Exactement. Alors, pour des grandes entreprises, mais pas dans des grandes entreprises, parce que moi, je rentre en 2001 sur le marché du travail, problématique de crise. Mais donc, je rentre dans des parcours un peu parallèles, puisque je suis intérimaire chez France Télécom, dans une entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage de fin d'études. Je suis intérimaire pendant une grosse année, puis ensuite consultante dans des toutes petites structures, mais je reste dans cet écosystème. Et puis, je pars de la communication pour arriver à des fonctions plus proches de l'informatique, pour arriver à être directrice informatique d'une usine Renault il y a 5 ans. Donc, vraiment un grand écart total. Ouais. Mais un parcours, je vais pas dire classique, parce que j'ai énormément changé d'activité et énormément changé d'entreprise, qui n'est pas classique pour ma génération. J'avais démissionné 12 fois en 2023, j'ai continué. Pas mal. Et donc, parce que tu as fait des études en communication, c'est ça? C'est ça. Ouais, J'ai fait d'accord. des études en communication, et à mi-parcours de ma carrière, enfin, de mes 20 premières années de carrière, j'ai basculé vraiment sur les sujets informatiques. En fait, j'ai toujours été dans des nouvelles fonctions sur ces métiers-là. C'est pour ça que je suis allée dans des métiers de plus en plus dits techniques, mais toujours avec mon approche qui était plutôt une approche humaine, processus métier et compréhension de l'amélioration des équipes finalement. Tu as toujours fait ça, d'essayer de comprendre l'humain, le mécanisme et comment on a une équipe en fait qui est performante. Exactement, mais j'avais pas mis le doigt dessus, mais c'était quelque chose qui était très important pour moi dès que j'ai eu des fonctions managériales, de travailler. Mon objectif, c'était que mon équipe arrive le matin contente de venir au travail. Ça a toujours été ça, mon objectif, malgré un environnement qui, moi, ne me permettait pas obligatoirement d'arriver contente au travail. Donc vraiment, j'avais l'envie de créer un sous-espace dans lequel mon équipe se sentait à l'aise et heureuse et comprise. Et je pensais lui donner, en tout cas, ce que moi j'attendais. Donc plus de vision, plus de compréhension, plus de feedback, des choses que moi j'ai rarement obtenues de ma ligne hiérarchique. D'accord. Et du coup, comment tu as pris conscience que c'était ça finalement le cœur de ta réalisation de vie en fait? Quel moment et comment ça a basculé? En 2019, je suis convoquée à une formation qui s'appelait Women Leadership. Alors déjà, quand je reçois la convocation, je suis entre deux missions chez Renault. Et je suis très énervée en fait quand je reçois cette convocation, parce que je comprends pas qu'on me ramène à mon statut de femme dans cette organisation, alors que je fais beaucoup plus, me semble-t-il. Et j'y vais vraiment avec les pieds de plomb. Et à la fin de la première journée, j'ai un déclic incroyable au même moment que je pense que la plupart des femmes qui étaient dans la salle avec moi, on n'était que des femmes. Grosse hérésie aussi de ces formations, mais bon, nous n'y reviendrons pas. Et vers 18h, tout en même temps, on explose parce que les formatrices nous parlaient depuis le matin des règles du jeu, des règles du jeu, des règles du jeu. Et au bout d'un moment, on leur dit, mais attendez, arrêtez de nous parler des règles du jeu. C'est pas un jeu, c'est notre vie professionnelle. Donc, stop. Et en fait, c'était vraiment un déclic. C'est-à-dire que la formatrice se redresse et sourit et dit, bah si, en fait, c'est un jeu. Mais on vous a pas expliqué que c'était un jeu et on vous a pas donné les règles. Donc c'est pour ça que vous le vivez mal. Et ça a été pour moi vraiment un déclic. Je comprends. À tel point que j'en ai pas dormi de la nuit en me disant, mais je viens de gâcher une journée de cette formation à râler, alors que je dois en profiter un maximum, je dois participer un maximum, je dois contribuer un maximum. Et je suis retournée le lendemain et j'ai vraiment profité des 2 jours suivants à fond. Comprendre que moi,
dans la façon justement, dans mon éducation, dans mon approche professionnelle, dans mon approche bonne élève et petite fille modèle, bah, j'étais une contributrice active à un sujet plus large d'inégalité homme-femme, mais qui était hyper puissant et qui consistait... La première étape, consistait à dire, pour moi, j'ai toujours eu de la chance. Je me suis toujours présentée comme ayant eu de la chance, jusque-là. Je me suis toujours présentée comme étant hyper fière d'avoir toujours occupé un poste avant d'être nommée, alors que après, bah non, quand on y réfléchit, bah oui, les hommes postulent alors que les femmes ne postulent pas, parce que les hommes, ils postulent à 60% de compétences, alors que les femmes, elles attendent d'avoir 100%, et qu'il n'y avait rien de chance dans mon parcours. J'ai provoqué la chance systématiquement. Et en fait, j'ai essayé de comprendre ensuite pourquoi et comment je pensais comme ça. Et c'est là que, à force de recherche, je suis tombée sur la dimension de biais cognitif. Et ça a été une telle révélation pour moi que c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Donc, tu t'es rendu compte du mécanisme dans lequel tu jouais toi-même le rôle en entretenant, en fait, ces biais cognitifs sur les femmes notamment, en fait. Exactement. Et alors après, c'est loin d'être que sur les femmes, mais en tout cas, là, dans ce cas précis, ça a été pour moi un électrochoc. Et plus je lisais sur les biais, et mieux je dormais la nuit, et plus j'arrivais à mettre vraiment de la distance avec un questionnement que notre cerveau nous entraîne en permanence dans un questionnement sur tout, parce que le cerveau, dans une partie des biais, enfin une des missions des biais, c'est de donner un sens à des choses qui n'en ont pas obligatoirement, ou en tout cas pas directement liées à vous. Est-ce que tu peux juste définir, mais très brièvement, bien sûr, ce qui est un biais pour ceux qui ne savent pas forcément? Un biais cognitif, en fait, c'est un raccourci mental qui permet d'arriver à une décision. Aujourd'hui, on est soumis à plusieurs millions d'informations à la seconde, parce que quand on va parler d'informations, on va parler température, on va parler... là, je suis dans une pièce, tu vois, c'est une décoration un peu old school, maison de famille. Mais donc, c'est de la couleur, c'est la température, voilà. Et en fait, toutes ces informations, le cerveau les traite, ou en tout cas est sujet à les traiter. Or, il ne peut pas, parce que le cerveau, c'est un outil qui consomme énormément d'énergie. Donc, pour se prémunir, pour répondre à sa mission, qui est la survie, notre survie, et ne pas justement épuiser le corps, le cerveau a mis en place un processus d'automatisation, un maximum d'automatisation des décisions qu'on doit prendre. Je vais enfiler un pull, je vais pas réfléchir à enfiler un pull. J'ai un peu froid, j'enfile un pull. C'est pas une décision consciente. Et c'est ça, les biais cognitifs. C'est toutes ces décisions inconscientes qu'on va prendre. Mais le problème, c'est que ces décisions, elles vont aussi beaucoup plus loin que enfiler un pull. Elles vont choisir d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un. Elles vont, on va parler de recrutement derrière ça. Elles vont aussi nous conditionner à ne pas prendre de risques. Parce que prendre de risques, c'est potentiellement quelque chose qui peut nous stresser, et ce stress peut avoir un impact sur notre survie ou sur la mission de survie. Donc c'est ça. Un biais cognitif, il y en a énormément, il y en a presque 200. Et les 4 missions, c'est vraiment créer du sens. C'est choisir ce qu'on va faire, c'est choisir ce qu'on va mémoriser, et encore une fois, c'est faire la première action de la liste de priorités. Et alors du coup, quels sont les premiers biais dont tu as pris conscience justement lors de cette formation? Typiquement, le syndrome de l'imposteur, c'est celui qui est le plus présent, et c'est pas un biais féminin, contrairement à ce qu'on peut lire sur le syndrome de l'imposteur. C'est un biais humain qui touche 70% des personnes à un moment ou à un autre. En plus, c'est un biais qui a quelque chose d'assez pernicieux, parce qu'il revient, et il revient par petites touches. Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ça. En fait, c'est la façon dont on se regarde et dont on se juge. Et encore une fois, quand on cherche au fond la mission, c'est la tranquillité d'esprit de notre cerveau, et le fait qu'il va pas consommer d'énergie et qu'il va pouvoir se concentrer sur le reste. Donc, vraiment ça. Après, d'autres biais, moi, qui m'ont marqué, c'est ce qu'on appelle l'effet acteur-observateur. À savoir, la plupart du temps, on est beaucoup plus conciliant avec soi qu'avec l'autre. Alors, je vais te donner un exemple qui est idiot, mais tu trébuches dans la rue, tu te dis que t'as pas de chance parce que t'as pas vu quelqu'un devant toi trébuche dans la rue, tu te dis, ah là, il est maladroit. C'est ce que ton cerveau pense en premier. Encore une fois, il n'y a pas de jugement derrière ça, c'est vraiment ça. Et en revanche, il peut avoir un effet
inverse cet effet acteur-observateur. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, et justement lié au syndrome de l'imposteur, c'est que tu vas te dire que quand toi, il t'arrive des choses positives, c'est que les astres étaient alignés, alors que les autres sont des travailleurs. Donc en fait, on a tendance à minimiser ses propres succès et regarder les succès des autres comme quelque chose d'hyper marquant. Et un dernier qui m'a vraiment, si je dois t'en citer 3 maintenant, qui m'a vraiment arrêté dans ma lecture et vraiment j'ai revécu des scènes, c'est ce qu'on appelle l'illusion de transparence. L'illusion de transparence, c'est le sentiment qu'on a que les gens peuvent lire en nous. Ah oui. En fait, tout le monde est tellement égocentré qu'on a l'impression que tout tourne autour de soi et c'est vraiment, alors, j'ai souvenir, étant adolescente, d'avoir une phobie absolue de traverser le hall du lycée parce que j'étais persuadée que tout le monde me regardait. Quand j'ai lu ces éléments sur l'illusion de transparence, quand j'ai lu la partie qui a été étudiée par Daniel Kahneman, qui a été soumise à test, ça a été une révélation pour moi. Un soulagement absolu. J'avais appris ça, j'ai fait une longue thérapie de groupe et le thérapeute disait demander des clarifications tout le temps. La personne ne sait pas forcément vous ce que vous pensez, quels sont vos besoins et vous ne savez pas forcément quels sont les besoins des autres. Donc il faut toujours clarifier, expliquer soi et demander à l'autre de vérifier qu'on s'est compris. Et alors, je reviens sur le deuxième biais que tu as expliqué, mais pourquoi il y a ce décalage, en fait, entre ce qu'on perçoit de l'autre et ce qu'on perçoit de nos propres réussites? Encore une fois, c'est une simplification. C'est vraiment une simplification. Et en fait, un biais, c'est pas, ça ne vit pas seul. Un biais, ça vit dans un écosystème de biais. Pourquoi tu vas finalement te minimiser par rapport à l'autre? C'est que parce que si tu commences à donner de la valeur à tout ce que tu fais, tu vas potentiellement être obligé. Je pense que ça, c'est les sujets que tu traites, de prendre une décision qui va te mettre en danger. Eh oui. De toute manière, c'est toujours une question d'économie et de survie, les biais cognitifs. Exactement. C'est ça qui est très difficile. Tu peux pas lutter contre tes biais. Je préfère dire qu'on peut déjouer ces biais. Et encore une fois, on peut déjouer ces biais dans certaines conditions, à certains moments, parce que 90% de nos décisions sont prises en automatique. Quand on commence à travailler, à être un peu plus attentif, on peut redescendre à 80%, mais en dessous de 80%, aucun cerveau ne sait faire, puisque, encore une fois, sinon, le cerveau crame l'énergie de tout notre corps. 80% d'utilisation, tu veux dire? Tu peux descendre à 80% de tes décisions en mode automatique, mais pas en dessous. Pas en dessous. Sinon, il n'y aurait pas de survie de l'espèce, en vérité. On a le cerveau, c'est un outil qui est incroyablement puissant. Mais en revanche, c'est un outil qui a mis tout le développement de l'humanité à se mettre en place, ce qui fait qu'il y a des choses qui sont encore très récente dans le cerveau. L'adaptation, encore une fois, le sens critique, c'est quelque chose qui s'est développé en dernier, donc je vais pas dire très récemment, mais si, ça a 2000 ans versus le reste. Donc c'est quelque chose qui est très fragile. Donc ensuite, si on revient à ta chronologie, une fois que tu as eu cette révélation lors de ce séminaire, de cette formation, qu'est-ce que tu as fait ensuite? Comment toi tu t'es remis en question? Il m'a fallu encore du temps. Après, on est pris dans la vie quotidienne. Et puis en fait, en 2023, je finis par quitter mon dernier employeur dans des conditions, encore une fois, où humainement j'avais été secouée, mais j'étais partie avant d'être plus que secouée, je vais dire. Et entre-temps, j'avais aussi continué un coaching et j'avais donc continué à avancer en fil conducteur, mais très, très sporadique sur ces sujets. Et puis donc en 2023, je quitte cet employeur, je veux pas retrouver le même type de travail et je commence à chercher comment me reconvertir. Mais puis c'est très difficile de trouver dans quoi se reconvertir. On m'offre un livre que tu connais sans doute, qui est Tout le monde n'a pas la chance d'avoir raté ses études d'Olivier Roland. En fait, c'est une découverte, ce livre, parce que c'est un livre qui permet de se dire le champ des possibles pour se reconvertir est immense. Et on n'est pas obligé tous d'aller à la création
création d'une structure avec un business plan, un emprunt bancaire, l'idée de génie. Et ça vraiment, ça infuse en moi de manière très forte. Et en fait, je suis allée un peu plus loin dans cet accompagnement et j'ai créé le site. Et parce que bon, le modèle économique derrière semblait intéressant, mais au-delà de ça, j'avais pas envie de créer un site internet sur mon expertise professionnelle. J'avais envie de créer un site internet qui correspondait à un champ où j'allais apprendre plein de choses et où j'allais pouvoir transmettre ces éléments-là. Pour expliquer juste, Olivier Roland, il fait une formation qui t'accompagne à être blogueur, en fait, à être blogueur professionnel et à créer une rémunération à partir d'un savoir que tu transmets à travers un blog. Je voulais pas juste créer un blog pour faire de la valeur business. Je voulais d'abord créer un blog qui me fasse de la valeur intellectuelle. Et si ça me fait de la valeur business, encore mieux, mais j'avais besoin à ce moment-là plutôt d'être en mode création. Et quelque part, moi, le bienfait du blog aujourd'hui, parce qu'il a 2 ans, mon blog aujourd'hui, c'est que je sais maintenant que je peux écrire un livre. Ah oui. Il est sur le net, bien évidemment, et il y a encore beaucoup de boulot. Mais il y a 2 ans, je me sentais pas capable d'écrire un livre. Ça t'a permis d'exprimer, en fait, toute ta compréhension sur les biais cognitifs en particulier, en fait, d'analyser. Et puis, ça m'a permis de donner aussi du sens à la façon dont j'aimais manager et dont je manageais. Et donc, aujourd'hui, un de mes rêves, ce serait vraiment d'arriver à accompagner un certain nombre d'entreprises à transformer leur méthode managériale, l'accompagnement des managers, l'accompagnement des managers, en remettant vraiment l'intelligence collective et l'humain au cœur des organisations. Ça sera le Graal si j'arrive j'arrive au bout de ce projet-là. Et j'essaye de le mener par pas mal de fronts, parce que je suis restée consultante, donc je mets une autre. Mais je suis en train de croiser un peu le chemin de toutes mes vies pour arriver à donner encore plus de sens à ça. Alors développe, parce que ça c'est le sujet fondamental pour moi, c'est comment en fait arriver, je sais pas quel âge tu as, si tu es encore dans la quarantaine. J'ai 50 ans cette année. Ah bah voilà, bon anniversaire, beau 50. Donc parce qu'arriver, je pense, vers 45 ans, on commence à voir en fait que tous les chemins qu'on a empruntés, c'était pas des erreurs, des échecs ou peut-être des réussites parfois, mais c'était une construction pour en arriver des fois maintenant à se révéler en fait à la cinquantaine ou à la quarantaine. Donc vas-y, explique-nous un peu ta vision méta de tout ça. Bah écoute, oui, c'est ce que je te dis. Moi, clairement, c'est marrant parce que c'est ça. J'ai 45 ans quand je quitte Renault. Donc, je suis dans ta tranche. En fait, tout ce que j'ai écrit depuis, c'est ça. C'est que donc je voulais plus d'un CDI. Bon, j'ai pas repris un CDI, mais j'ai repris un travail que j'appelais frigo. J'essaye de ne plus le faire depuis quelques jours parce que c'est quelque chose que je sais faire et sur lequel je pense que je peux aussi avoir à célébrer parce que depuis 3 ans que j'ai quitté un CDI, j'ai pas de sujet de revenu. J'ai travaillé pour être reconnue dans mon milieu et pouvoir le faire soit dans un statut d'indépendante, soit dans un statut de CDI, mais aujourd'hui j'ai choisi le statut d'indépendante et ça se passe très bien. Au-delà de ça, toute la couche d'apprentissage que j'ai remise en route avec les biais dans le plat, et puis d'autres accréditations sur lesquelles j'ai travaillé depuis, c'est quelque chose qui vient enrichir ma façon de travailler et sur laquelle je veux justement consolider une nouvelle approche professionnelle parce que il me reste, je vais donc sur 50 ans, donc ça veut dire qu'il me reste encore 15 ans, bien 15 ans de vie professionnelle devant moi. Pour autant, je veux pas arriver à 65 ans en faisant uniquement les missions qui correspondent à mon expertise professionnelle actuelle. Je veux fabriquer un nouveau modèle où je vais intégrer cette intelligence collective, toute la partie aide à la décision, toute la partie accompagnement de performance collective dans des missions que je vais aller de plus en plus choisir et de moins en moins, alors subir c'est pas le bon mot, mais en tout cas choisir. Je vais pouvoir choisir mon client, je vais pouvoir choisir l'approche et je vais pouvoir choisir aussi et proposer une vraie amélioration à l'équipe. Donc oui, en fait, je savais pas quoi faire en 2023. J'ai décidé en tout cas de rester plutôt sur le côté d'un CDI
CDI et j'ai pas tout de suite créé ma structure. Ma structure, je l'ai créée en 2024. En fait, en 2023, je re-signe un CDI rapidement au bout d'un an de quasiment de période d'essai, parce que maintenant c'est fantastique, ces périodes d'essai, ça dure, oui, quasiment un an avec les vacances, enfin bref. Et donc, là, je leur ai dit, bah non, en fait, je vais pas signer le CDI, je vais rester indépendante, mais je vais garder la mission que vous m'avez trouvée. Et ça a duré comme ça encore un temps. Et puis là, maintenant, je me suis challengée, je trouve mes propres missions. Encore une fois, tout ça, ça s'est construit hyper progressivement. Oui. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose de très important, c'est de faire comprendre aux femmes que tu vas accompagner ou aux personnes en général que rien ne se fait du jour au lendemain. Et il n'y a pas besoin de prendre non plus des risques, je vais pas dire inconsidérés. Et ça, c'était quelque chose qui me semblait très fort dans la méthode d'Olivier. Et dans le livre, dans l'approche du livre. Et c'est quelque chose, effectivement, dont je suis intimement convaincue. Et pourquoi? D'autant plus, parce que de toute façon, ton cerveau, il te laisse pas faire. La prise de risque maximale, c'est un moyen de vriller totalement. Parce que c'est les gens qui ne dorment plus la nuit, les gens qui font des burn-out, c'est pas mon expertise, mais en fait, c'est le cerveau qui se défend et qui cherche à retrouver immanquablement la paix pour ne plus avoir à gérer de stress et à gérer de consommation d'énergie. Mais il va surconsommer de l'énergie jusqu'à ce qu'il obtienne la réussite qu'il attend. C'est-à-dire que vous arrêtez totalement dans votre nouveau choix de vie. Cette recherche d'alignement, en fait, quand on sent qu'il y a quelque chose qui se passe mal ou qui nous fait du mal, c'est qu'on n'est pas à la bonne place et qu'on n'est pas dans son expertise, on n'est pas dans son rôle de vie et qu'on peut apprendre à se connaître et à recadrer tout ça, à vivre plein de gratitude, en fait, à l'endroit où on est le meilleur. Pour moi, reconversion, ça voulait dire changer de vie. Moi, je me suis reconvertie sans changer de vie. Alors, je change de vie tous les jours un peu plus, mais le jour où je deviens indépendant, littéralement, je ne change pas de vie. Je change de statut. C'était mon moyen d'y arriver. Pas le moyen de tout le monde, j'entends, mais moi, c'était mon moyen d'y arriver. Et ça a été un point que je n'arrivais même pas à reconnaître aussi ce succès-là. C'est-à-dire que je l'ai vécu quelque part comme une normalité. En fait, j'étais dans une sorte de CDI externalisé, et puis il y avait les biais, et puis il y avait tout le reste, et donc j'ai mis du temps à réconcilier tous ces succès entre eux et toute cette avancée qui m'est propre, et je me suis reconvertie plutôt sans changer de vie. Oui, c'est-à-dire que au début, tu avais la tête dans le guidon, tu as glissé d'un CDI à une mission en freelance, en fait, jusqu'à aujourd'hui faire toi-même tes missions, et en fait, t'as pas vu ta réussite, tu t'es pas regardé dans le miroir plusieurs instants, en fait, pour célébrer un peu, pour te dire, bon, bah voilà, j'ai réussi à transiter, à être plus libre, en fait. Mais complètement. Et parce qu'il y avait aussi cette part de moi. Moi, aujourd'hui, je vis seule avec mes fils qui font en études supérieures, et je finance leurs études complètement. Donc, j'ai besoin des mêmes revenus que ceux que j'avais quand j'étais en CDI, immanquablement. Donc, ça restait une contrainte forte. J'avais calé dans quelque chose de subi, alors que d'abord, je vais pas dire qu'elle est choisie, mais en tout cas, elle est choisie partiellement. Et en plus, ça tombe pas du ciel, la façon dont ça fonctionne, dont cette partie-là fonctionne aussi. Et puis, elle contribue aussi à tout mon travail et à tout mon cheminement vers quelque chose qui me plaît plus. Tu veux dire que la contrainte financière d'avoir assumé les études supérieures t'a donné un challenge, en fait, suffisamment important pour te challenger personnellement. Exactement. Et puis, pour mettre la phase de création d'une nouvelle vie dans une logique, alors là, pour le coup, totalement voulue et absolument pas subie, et qui me permet d'avoir une force démultiplicatrice énorme. Enfin, le site, il se crée, je bosse à 100%. Depuis 2 ans, je bosse, ça peut faire peur, mais je bosse 7 jours sur 7. Mais pourquoi je peux bosser 7 jours sur 7? Parce que quand je bosse sur le site, je bosse pas. Je suis dans quelque chose un pur plaisir, d'avoir le sentiment de contribuer quelque part à une cause plus importante, et en tout cas, je vais pouvoir transmettre, non pas à l'humanité, mais bien à quelques personnes, ces tips qui, moi, m'ont fait un bien fou. La création de ton site internet sur les biais cognitifs te permet d'être dans de la créativité, dans l'expression de toi, et dans une place vis-à-vis du monde. C'est vrai qu'on peut dire vis-à-vis du monde entier. C'est ta place dans le monde de transmission. En fait. Exactement. Et résultat, je suis beaucoup plus détendue les 5 jours où je travaille. Ça amène une contribution beaucoup plus positive aussi à mes autres journées. Parce que du coup, tu gardes 5 jours où tu travailles sur tes missions. Là, j'arrive à diminuer à 4, c'est déjà pas mal. Je vais continuer. Mon objectif, c'est effectivement d'arriver à inverser cette tendance-là. Quand tu travailles sur ton site internet,
Quelles sont tes rémunérations? Aujourd'hui, c'est là où je dois encore travailler. Je suis en train vraiment de restructurer un peu aussi mon cheminement de pensée, parce que pendant longtemps, et j'avais bien compris ça, je savais que ça prendrait du temps, mais à force de me dire que ça prend du temps, je me suis pas fixé d'objectifs peut-être suffisamment ambitieux. Donc là, j'y reviens, mais j'y reviens encore une fois progressivement. J'ai vraiment dessiné dans ma tête mon point de départ et mon point d'arrivée, et donc en fait, je vais transformer plutôt mon offre de conseil. Donc je vais venir alimenter mon quotidien avec ce que j'ai appris en plus des biais. Et puis, vivre des biais, ça viendra sans doute plus tard, même si je commence à avoir des demandes pour animer des ateliers dans des séminaires d'entreprise. Bah ça, je me laisse porter et ça va me permettre d'avancer encore plus. Aujourd'hui, ça me permet d'autofinancer cette activité. Parce qu'aujourd'hui, tes interventions en entreprise, elles ne sont pas issues de ton blog Les Biais dans le plat. Non. Plus tard que la semaine dernière, une demande qui est rentrée pour intervenir sur une journée en septembre. Je pense que la personne n'a pas fait une étude de marché, elle est bien rentrée par mon site, donc je vais faire ma première vente officielle des billets dans le plat bientôt. Et en même temps, quand tu travailles en tant qu'accompagnante pour les entreprises, tu as conscience de tous les biais, donc tu t'en sers quand même. Ils ont imprégné ton travail. Ils ont imprégné mon travail, ils ont imprégné ma façon de manager encore plus, ils ont sécurisé ma façon de manager, et puis ils ont imprégné mon travail parce que collègues le savent, mes collègues vont sur le site pour certains, enfin ceux qui sont intéressés y vont. Donc non, ça a imprégné. Des faits, ça a imprégné. Ça a transformé ma façon de travailler de toute façon. Et de voir le stress en entreprise aussi, ce qui est déjà très très important pour moi. Et est-ce que tu as fait un travail personnel avec ces biais-là? Est-ce que toi, tu as senti ton évolution en fait par rapport à cette prise de conscience? Oui, je pense qu'effectivement, encore une fois, ça m'a surtout confirmé que ma façon de penser et ma façon de manager avait un fondement plus profond que juste mon intuition, dire ça comme ça, déjà. Donc ça transforme ma façon de faire du feedback aux gens, ça transforme aussi ma vision de la réaction des autres, vraiment. Parce que on a beau se dire, je sais que c'est pas contre moi en tout cas, tant que j'avais pas compris les biais cognitifs, il y avait toujours une part de moi qui se disait, si, il y a un fond, c'est pas possible, il y a quelque chose contre moi. Et en vérité, non, il y a rien contre soi, puisque on a tous ces principes totalement égocentrés. Globalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est ce que je fais beaucoup plus aujourd'hui. Quand je veux faire passer un message, je le fais répéter par mon interlocuteur. Je le fais expliciter, j'essaye de lui faire dire ce qu'il a compris, et pour être sûr qu'on ressorte de la pièce avec la même information. Donc oui, ça a eu obligatoirement beaucoup d'impact. Et puis encore une fois, ça a un impact sur ma façon de concevoir la réussite ou l'échec, mais en tout cas les petites réussites au quotidien dans mes missions. Tout à l'heure dans l'introduction, j'ai utilisé le mot mansplaining. Qu'est-ce que ça signifie? La propension hyper forte des hommes à expliquer la vie aux femmes, y compris sur la façon d'éduquer les enfants ou de changer une couche, mais dans le boulot, c'est quelque chose qui est apparu énormément dans le boulot. C'est des patients qui expliquent à des femmes chirurgiennes comment travailler. Il y a quelque chose d'extrêmement profond dans la confiance, l'ultra confiance qui est donnée et qui est vraiment éduquée aux petits garçons, versus les problématiques de confiance qui sont inversement proportionnelles chez les petites filles. Et ça perdure et ça va jusque dans le monde de l'entreprise ou même dans un magasin. Enfin, quand on est une femme et qu'on va chez le garagiste, on a assez peu de chances de se faire expliquer autre chose qu'expliquer et qu'on s'en a rien compris. Mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement désagréable. Et après, il y a plusieurs moyens de réagir. Il y a des moyens, il y a l'humour, il y a l'autodérision. Il y a aussi de temps en temps de mettre des limites en expliquant à la personne, écoute, moi ça fait 20 ans que je fais ça, donc stop, je veux bien, mais on en rediscutera plus tard. Mais donc le mansplaining, c'est aussi lié au biais, indirectement, mais c'est lié à nos biais de confiance. C'est-à-dire un petit garçon est élevé comme un homme et dans un écosystème où c'est normal qu'il ait confiance, c'est normal qu'il teste, c'est normal qu'il essaye, il a le droit d'essayer. Alors
alors qu'une petite fille n'a pas le droit d'essayer. Et donc ça arrive progressivement jusqu'à des comportements qui sont hyper naturels pour certains hommes. Je ne déresponsabilise pas les personnes, mais j'explique ce qui leur arrive. Ça ne déresponsabilise pas. Mais pour autant, une fois qu'on a compris que ça venait de là, on le vit aussi un peu différemment. Et après, on met les limites quand on doit mettre les limites parce que c'est quelque chose d'assez exaspérant. Moi, ça m'est encore arrivé très récemment. Il a fallu 2 heures, à peine 2 heures, pour qu'il m'explique comment travailler. Il arrivait, il connaissait ni rien du contexte, rien. 2 heures, et il a commencé à me dire, ah non, mais avec lui, il faut faire comme ça. Tu le connais pas? Tu viens d'arriver. Oui, alors par rapport à ça, je dis souvent qu'on éduque les petits garçons comme des hommes, mais les femmes comme des petites filles. Donc on nous conditionne à être des petites filles. Du coup, toute notre vie, on est des petites filles. Et complètement. Et les hommes pensent qu'on est des petites filles, donc ils nous expliquent la vie. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre les biais qui se cachent derrière ces comportements. Et encore une fois, pas pour les excuser, mais pour les expliquer. Et quand on les explique, on a déjà plus de chances que certains réagissent positivement et se disent « Ah ouais, en fait, non, il faut que j'arrête de faire ça ». En fait, il faut sortir les biais des zones d'ombre, parce que les biais, c'est comme des travers de pensée. On pense que, tout est comme ça, le monde est comme ça, donc on est conditionné. Il faut mettre à jour toutes ces limitations, parce qu'en fait, ça peut parfois poser problème dans nos relations sociales, en fait, entre hommes et femmes. Complètement. C'est exactement ça. Parce que elles sont partout. Les biais sont partout. C'est donc ces limitations de pensée dont tu évoquais sont partout. En tout cas, ces grandes orientations, la plupart du temps, sont malveillantes. Oui, tout à fait. C'est des conditionnements, en fait, sociaux. Exactement. C'est la simplicité. Et tant qu'on ne sait pas interroger sur est-ce que c'est logique, est-ce que c'est pas logique, ce qu'il y a de plus simple avec les biais, c'est pas d'essayer d'anticiper un biais, c'est de regarder déjà rétrospectivement sur des situations qui vous sont chères et importantes. Regardez rétrospectivement si vous aviez eu totalement le contrôle sur votre décision. Essayez d'analyser en vous disant « Ah oui, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment des raisons d'avoir peur? Est-ce que j'ai vraiment des raisons de douter? Ou alors, est-ce que j'ai vraiment des raisons d'être hyper confiant, quoi ?» Parce que parfois, c'est ça aussi, hein. C'est re-questionner sa posture et sa prise de décision. Plus globalement, moi qui m'intéresse justement à ces changements de vie et à ce questionnement de qui je suis, en fait, à partir de la quarantaine, créer, en fait, une seconde vie plus épanouie, plus alignée, on peut se questionner dans tous nos différents secteurs de vie et se dire, mais pourquoi j'en suis là? Est-ce que ça me convient? Et qu'est-ce qui m'a poussé, en fait, à prendre les décisions de pourquoi j'en suis arrivée là? Et en fait, c'est souvent, il y a des biais, en fait, qui nous ont conditionnés et qui nous mettent dans une voie qui n'est pas tout à fait la nôtre. Je suis quelqu'un qui n'a pas de regrets. C'est-à-dire que les choses, elles sont arrivées. Elles sont arrivées pour des raisons qui correspondaient. Un des biais aussi assez fort, c'est les biais rétrospectifs ou les transformations de l'histoire où tu vas te dire « Ah oui, mais j'aurais dû faire comme ça. » Et en vérité, il faut être un peu vigilant et gentil avec soi-même. La plupart du temps, les décisions, elles se prennent aussi à un moment quand on a la maturité pour les prendre. Donc, essayer d'aller se faire mal en se disant j'aurais dû faire autrement de toute façon, encore une fois, là, le cerveau peut être très très dur avec soi parce que se dire oui, mais c'était évident que ça allait arriver comme ça. Oui, enfin. On est bien d'accord, ça sert à rien. Mieux vaut se dire bon, j'en suis arrivé là, pourquoi? Ok, comment je peux améliorer pour la suite? C'est plutôt ça, avoir un espèce de regard rétrospectif. Et puis, comme on disait tout à l'heure, en fait, tout ce qui nous est arrivé pour une raison et qui nous a construites, en fait, à arriver aujourd'hui là où on en est. Et donc, c'est toujours des outils pour mieux construire son futur, son avenir. Quels sont tes projets et tes actualités? Continue sur le podcast et sur le site encore. J'ai animé un webinaire il y a pas longtemps avec des gens qui pourraient peut-être devenir des partenaires sur des sujets un peu RH, justement. Pour moi, les biais, c'est quelque chose qui doit être complémentaire d'autre chose. Ça ne vit pas seul. Donc, je cherche toujours des partenariats dans le sens où comment je vais effectivement venir expliquer un point en plus pour aider les gens sur des formations de prise de parole, pourquoi pas des éléments de reconversion. Mais pour moi, les biais, encore une fois, c'est un complément. On va pas apprendre les biais pour apprendre les biais. Il faut que les biais servent à l'amélioration managériale. Il faut que les biais servent à l'amélioration de la qualité de vie en entreprise. Et ça, c'est ça mes projets. Aujourd'hui, c'est d'aller encore un peu plus loin et de revoir un peu aussi cet axe plutôt sur. Je voudrais travailler sur tout ce qui est intelligence collective, puisqu'en
cette période où l'IA est en train d'exploser, il y a un vrai axe de travail à faire sur l'intelligence collective. Comment tu vois ça en quelques mots? C'est pour ça que je me suis formée aussi à la performance d'équipe. J'ai vraiment envie de travailler sur une offre où je vais justement travailler sur cette performance d'équipe et sur tous les processus d'aide à la décision. C'est-à-dire accompagner les entreprises à mettre en place des processus décisionnels les plus débiaisés possibles, ou en tout cas les plus neutres possibles, qui vont permettre vraiment d'aller chercher cette neutralité. Et pour aller chercher la neutralité, c'est pour ça que je parle d'intelligence collective, on le fait pas seul. Il faut le faire avec un groupe de personnes sensibilisées comme soi et qui vont un peu contrebalancer nos biais naturels qui reviennent au galop. Oui, puis je pense que l'IA, elle a beaucoup de biais parce que pour l'utiliser, je pense qu'elle a beaucoup de biais. Si on travaille avec elle seule, elle nous renvoie tous nos biais et je pense qu'elle est conditionnée avec plein d'humains en fait. L'IA est fabriquée sur de l'humain et en plus l'IA est fabriquée malheureusement, en tout cas classiquement, elle est fabriquée aussi par une catégorie de la population mondiale. C'est des hommes blancs qui fabriquent de l'IA aujourd'hui, donc on est sur quelque chose où on embarque tous les biais sociétaux qui vont derrière, de manière hyper qui semble tellement évidente quand on le dit comme ça, mais que les gens ont un peu de mal à voir quand ils discutent avec les IA. Donc oui, pour moi, il y a un vrai enjeu et c'est ça un peu mes vrais projets, c'est d'arriver finalement à faire vivre, à relier mes deux vies, ma vie de consultante et ma vie les pieds dans le plat, vraiment en retravaillant sur la vision du management en entreprise et des processus de décision en entreprise. Ok, c'est superbe. Merci. Où est-ce qu'on te retrouve? Sur les biais dans le plat, le site et le podcast. Donc j'ai quelques vidéos YouTube, mais vous me retrouvez, toutes les vidéos aujourd'hui sont assorties d'un podcast sur les principales plateformes. Et puis sur ma vie professionnelle autre, c'est Sogamo Conseil, et c'est là où effectivement je vais développer les offres de performance d'équipe. D'accord, tous les liens seront dans la description de toute manière. Si nos auditeurs ne doit retenir qu'une chose de toi, en alors quelques peut-être mots. pas de moi, mais en tout cas des biais, que c'est quelque chose qui est normal, sur lequel l'objectif n'est pas de lutter, mais bien d'être sensibilisé. Et que si votre cerveau a la vocation d'être votre meilleur ami, c'est aussi malheureusement parfois votre pire ennemi. Donc ne vous faites pas toujours confiance. Alors il faut se faire confiance quand même, mais apprenez en tout cas à challenger vos décisions et surtout les décisions qui sont essentielles pour vous. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Sophie et merci pour cet épisode.